La réélection de Nicolas Maduro le 28 juillet dernier a été largement controversée au Venezuela comme à l'échelle internationale. Pourtant, Maduro demeure inflexible. Il refuse évidemment de céder le pouvoir malgré différentes tentatives de négociation avec des pays comme le Brésil ou la Colombie. Le président ne fait aucune concession. Comment parvient-il à se maintenir au pouvoir malgré la pression internationale? Bonjour Yoletti Braccio. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université d'Avignon. Il semble bien que Nicolas Maduro va se maintenir, en tout cas à court terme. On ne voit pas comment les choses pourraient-elles évoluer. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, au moment de l'élection, présidentielle et les jours, qui ont suivi, on a eu, des grosses manifestations au Venezuela. Il y a eu un moment d'inquiétude pour savoir finalement ce qui allait se passer. Mais effectivement, un mois après les élections, on n'a toujours pas de résultats détaillés, en fait, de ce qui s'est passé dans chaque bureau, dans chaque ville, dans chaque région. En plus de ça, le candidat de l'opposition qui se réclame victorieux est parti, s'est réfugié en Espagne. Et le gouvernement Maduro continue à exister comme si de rien n'était. C'est-à-dire, il y a eu un remaniement, il y a un appel à des élections régionales et parlementaires pour l'année prochaine. Bientôt, il y aura un rendez-vous international pour étudier les nouvelles formes de fascisme, puisqu'en fait, maintenant, ce gouvernement accuse ses opposants d'être des fascistes. Voilà, les choses continuent. Mais alors, pourtant, le pays est dans une situation extrêmement scabreuse. L'économie est vraiment à terre. Expliquez-nous, Yoletti Braccio, quelle est la situation? Puisque je crois que vous étiez au Venezuela il y a peu. Qu'est-ce que vous avez observé sur place? En fait, justement, la question économique est, bon, évidemment centrale. Et une des choses qui semble importante à voir, c'est que ces dernières années, il y a eu une petite amélioration de l'économie vénézuélienne. Et je dis bien petite parce que quand l'économie s'effondre à 80%, une récupération de 2, 5%, 10% a fait une différence, mais fait une différence pour une petite partie de la population. Mais par contre, c'est vrai, quand on est à la capitale, à Caracas, on voit des nouveaux commerces, des nouveaux endroits pour sortir. En fait, il y a une petite économie qui s'est créée, une économie de l'importation, une économie aussi soutenue par les quelques ressources de pétrole qui commencent à nouveau arriver au pays. Et en fait, dans cette nouvelle économie, vous avez du coup beaucoup d'intérêt de la part des militaires, de la part des nouvelles et vieilles bourgeoisies au Venezuela, qui font que un certain calme peut se tenir dans un pays où la plupart de la population vit dans de très mauvaises conditions. Et oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont enrichis, beaucoup enrichis sous Maduro. Beaucoup enrichis, qui vivent des très bonnes vies aujourd'hui. Et si vous voulez, justement, j'étais pendant tout le mois de juillet au Venezuela en enquêtant auprès des Vénézuéliens, leurs opinions, leurs avis vis-à-vis de l'élection qui venait. Et parmi les personnes les plus convaincues de vote Maduro que j'ai pu rencontrer, c'est notamment des personnes qui sont dans des très bonnes conditions de vie aujourd'hui et pour qui bah, ça reste intéressant de garder ce gouvernement, même s'ils ne sont pas d'accord politiquement. Comment peut-on s'enrichir sous Maduro? On peut s'enrichir, par exemple, quand on est un militaire, en participant à l'extraction de pétrole et à l'extraction aurifère. Il y a des entreprises tenues à part par des militaires sur lesquelles il y a pas de contrôle. On peut s'enrichir aussi en participant à l'économie de l'importation. Étant donné qu'au Venezuela, malheureusement, il y a pas de production de grand-chose, à part justement l'extraction pétrolière. En fait, toute cette, économie de luxe, importer des voitures, importer des vêtements, bon et cetera, on s'enrichit en participant à cette économie de l'importation. Et oui, puisqu'il faut rappeler que le Venezuela est un pays extrêmement riche que Maduro, Chavez avant ont contribué à ruiner. En fait, c'est un pays qui est riche en sources, en ressources, de sous-sol, mais c'est pas forcément un pays qui est riche en termes de la diversité, pardon, de son économie. Et dans ce sens-là, on peut av il y a toujours une tension. Je pense qu'il est important de penser que quand on dépend que de sous-sol, on n'est pas véritablement si riche que ça. Mais ce sous-sol, même l'extraction pétrolifère, est devenue compliquée au Venezuela. Bien sûr, puisque en fait, étant donné les relations de Venezuela avec la communauté internationale dite occidentale, du coup, il y a eu des restrictions dans la vente, dans l'exploitation de pétrolière. Toutefois, là, il faut imaginer que la Chevron a des cessions pour exploiter le pétrole vénézuélien jusqu'à 2050. Entreprise pétrolière états-unienne qui a quand même une relation durable avec le gouvernement Maduro.
Bon et alors justement, est-ce qu'on a affaire à un État fort, un État faible, du point de vue donc des sciences politiques, parce qu'il y a donc certaines dictatures qui sont aussi des États faibles? Ça dépend de sur quoi on parle. C'est-à-dire que l'État vénézuélien, aujourd'hui, il est très peu capable de subvenir aux besoins de sa population. On a eu d'ailleurs, il y a quelques jours, une coupure d'électricité qui a duré presque 24 heures, qui a rappelé celle qui a duré pendant 5 jours en 2019. Il subvient difficilement à ses besoins économiques, de santé, etc. Par contre, c'est un État fort dans le sens où il exerce de pouvoir répressif, administratif au quotidien. Il est présent dans le quotidien des Vénézuéliens et il continue à être là. Et alors je le dis, vraiment avec, toutes les précautions qui s'imposent, Yoleti Bracho, mais, donc on a vu et vous les avez évoquées, ces grandes manifestations qu'il y a eu au moment donc de cette élection qui a été une élection confisquée. Pourquoi ces manifestations ont-elles cessé? Est-ce que c'est la peur de la répression? Est-ce que c'est, finalement la résignation du peuple? Il y a véritablement crainte de répression, mais en fait, il faut imaginer qu'en 5 jours, il y a plus de 2 000 personnes qui ont été mises en prison. Il y a une trentaine de morts. En fait, la répression est venue très vite et s'est étendue à des espaces de la société dans lesquels peut-être qu'on était d'ailleurs moins habitués à en faire face. Et d'une certaine manière, elle s'est vraiment installée dans la société très profondément. En fait, le gouvernement a fait appel à la population pour faire de la délation, y compris par des applications téléphone, où en fait on pouvait prendre des photos de ses voisins et montrer qu'ils étaient en manifestation. Moi, j'ai connu des personnes qui ont réfugié, des personnes qui s'est fait poursuivre chez eux. En fait, la crainte de la répression est très réelle et très concrète aujourd'hui au Venezuela. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'opinion publique internationale, a encore, à faire concernant donc le Venezuela? Est-ce que les démocraties ont un rôle à jouer? Je pense qu'en fait, il faut surtout soutenir les mobilisations qui cherchent depuis le Venezuela à construire des voies démocratiques. Elles se font à petite échelle aujourd'hui. Elles craignent effectivement la répression, mais elles existent en fait. Il y a toujours une société organisée au Venezuela et que je pense cherche de soutien international et ça sera central. Dans le discours de Maduro, il y a quelque chose qui m'a, complètement étonné, c'est, son accusation des sionistes. Comment un tel mot et telle construction peut-elle aboutir, dans son discours? En fait, c'est le moment où on arrive à des confusions idéologiques qui sont extrêmement lourdes. En fait, si vous voulez, pour Maduro, les personnes qui sont contre lui, c'est des fascistes. En même temps, les fascistes, d'une certaine manière, auraient une certaine liaison avec le sionisme. Et en même temps, tout ça, ça ferait partie d'un grand plan international pour aller contre cette gauche soi-disant impérialiste qui cède beaucoup aux États-Unis quand même. Mais alors, oui, justement, mais comment est-il passé de la dénonciation de l'impérialisme, qui est une phraséologie classique, le fascisme, c'est aussi une phraséologie classique, à, la dénonciation du sionisme? On pourrait penser qu'il y a une surenchère aussi sur, non pas le christianisme classique, mais le christianisme évangélique aussi. En fait, le gouvernement Maduro fait des alliances fortes avec les églises évangéliques au Venezuela, qui ont été d'ailleurs justement les alliés de Bolsonaro au Brésil, par exemple. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, cette étiquette de gauche lui colle assez mal, en fait, finalement. Et aujourd'hui, cette revendication, on a des vidéos où on voit des Maduro, soi-disant, se battre contre le fascisme avec la Bible et la croix à la main. Donc en fait, on pourrait imaginer que dans cette surenchère, on en vienne à Parce qu'on avait déjà ça sous Chavez. on avait un appel à la chrétienté, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on était jusqu'au point d'aller jusqu'à dénoncer un sionisme international. Bon, il y avait une dimension antisémite, dans la phraséologie de Chavez, mais justement parce que les évangéliques, classiquement, sont plutôt en faveur donc de la droite dure israélienne. En faveur de la droite dure israélienne, mais peut-être un peu moins de ce que l'antisémitisme fait dire à cette idée d'un plan, bon, je suis désolée, c'est difficile, mais à ce plan sioniste, en fait, qui serait là pour contrôler le monde, en fait. Aujourd'hui donc, Nicolas Maduro se maintient évidemment au pouvoir et il aurait tort, d'ailleurs de s'en priver. Est-ce qu'il est, possible d'imaginer donc, qu'une partie, de la gauche internationale parce que là aussi il est toujours soutenu par, d'autres partis de gauche, ce qui peut sembler,
Et en même temps, en France, justement, pendant l'été, au mois d'août, les partis de la gauche française, ou en tout cas une grande partie de la gauche française, y compris des membres de NFP, ont signé un communiqué unitaire qui dénonçait justement ce qui était en train de se passer au Venezuela. Et je pense que ces voix sont très importantes. La même chose, on la voit par exemple dans d'autres pays de l'Europe et dans des pays de l'Amérique latine, où en fait on voit des gauches qui sont justement en défense de la démocratie et qui savent très bien qu'on n'a rien à gagner à défendre un gouvernement qui s'est dit de gauche et qui finalement agit contre les valeurs démocratiques. Alors ça, au moins, c'est un changement qui pourrait être jugé positif, Yoletti Braccio? Je pense que c'est très, très important en fait. Je pense que de toute façon, quand on se pense de gauche, quand on défend les valeurs de la gauche, alors on défend aussi la démocratie partout dans le monde. Et que d'une certaine manière, la défense de la démocratie au Venezuela est aussi une manière de clarifier quelle est la relation qu'on a chez soi, que ce soit en France ou ailleurs, avec les valeurs démocratiques. Et les gauches françaises, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ont commencé à clarifier ces positions. Et je trouve que c'est central. Merci beaucoup, Yoletti Braccio. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Vous avez soutenu une thèse, milité dans l'État, sociologie des intermédiations militantes de l'action publique au sein des classes populaires à Caracas. 6h49 sur France Culture.